Il s'appelle Benjamin Bitton, il vit en Israël depuis 2 ans et demi et rien ne le prédisposait à rester vivre ici, bien qu'il ait fait un programme Massa. Il a eu un coup de cœur pour ce pays où il a compris qu'être juif n'était pas simplement une religion, mais c'était aussi faire partie d'un peuple. Restez avec nous pour son parcours. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Benjamin Bitton, bonjour. Bonjour. Je suis très émue de vous recevoir parce que vous avez une histoire assez originale, on va dire, et difficile, pas simple, voilà. Oui. Et en même temps merveilleuse. Oui, surtout merveilleuse, avec certains moments qui étaient moins évidents que d'autres, mais c'est sûr qu'on en tire avec ma femme que du bon. Alors justement, cette femme héroïne que vous avez rencontrée grâce à un programme Massa, alors que vous n'étiez pas sûrs tous les deux de rester en Israël, vous aviez 85% de chances de faire votre alia. Oui. Mais apparemment, ce programme Stagiairim vous a conquis. Oui, on est arrivés tous les deux dans l'optique de savoir un peu mieux ce que c'était que ce pays qui nous avait tant fait rêver au cours de différents voyages qu'on avait faits. Tous les deux, et on en est tombé amoureux, c'était le coup de foudre, instantanément. Mais pourquoi ? Vous n'étiez pas très religieux, pas très... vous étiez sioniste, certes, mais... Oui. Alors, moi, il y avait quelque chose, je suis tombé amoureux de mon peuple très jeune. J'ai toujours été amoureux du peuple juif, peu importe les origines, les horizons. C'est quoi, c'est votre voyage à Auschwitz, la marche des vivants que vous aviez fait, le bac blanc-bleu, avant le programme Massa qui a fait commencer à vous... Tout ça, à ouvrir une porte. Ça ouvre des portes, ça réveille certaines choses, mais il y a quelque chose qui fait qu'un juif, il est toujours attiré vers d'autres juifs, peu importe qui il est, peu importe où il va dans le monde. Il y a quelque chose qui est indescriptible, qui fait qu'on se rattache toujours à... On a toujours l'impression que peu importe où on avec aille... Avec un autre juif, on est chez soi, quoi. Voilà, exactement. C'est ça ? Donc ça, c'est... On se comprend. Exactement. Et même si on ne se comprend pas, on a quand même un lien qui nous rattache. Par contre, un pays, c'était beaucoup moins évident pour moi. Étant jeune, Israël, c'était un pays où il y avait beaucoup de juifs. Ça, c'est sûr. Voilà, mais à part ça, c'est-à-dire, ok, c'était quelque chose qui... C'était notre terre, éventuellement, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Et en arrivant ici pour la première fois, il y a eu un ressenti. Alors, ce serait pas très malin d'essayer de l'expliquer par de la raison. C'était un sentiment, c'était quelque chose... C'était inexplicable, en fait. Inexplicable. Et voilà comment on tombe amoureux de sa vous terre. Étiez fier de vous balader dans les rues, vous étiez fier devant le drapeau. Très fier. J'avais l'impression de retourner chez moi. Et un jour, quand on faisait un voyage qui demandait beaucoup de... Tous les voyages du type bac bleu-blanc et autres demandent une certaine endurance, on va dire, sur la durée. Et je faisais partie des seuls qui n'arrivaient pas à fermer l'œil dans le bus, tellement j'étais absorbé par les paysages que je voyais. Et un guide qui m'a regardé, il m'a dit « Mais c'est pas possible de ne pas faire ça à l'IA quand on a quelqu'un qui dévore sa propre terre des yeux comme toi. » Et c'est vrai que ça a réveillé quelque chose en moi et je me suis dit, mais c'est... Alors qu'après le black, blanc, bleu, si on vous avait posé une question, tu vas faire ton alia, vous auriez répondu non. Non, j'étais encore complètement dans le schéma, la voilà, des études, d'un métier. Tout ça, c'était pas envisageable à cette époque. Bon, finalement, vous avez profité de votre année de césure, vous avez commencé vos études en France et puis vous avez fait ce fameux programme Massa qui a changé votre vie parce que vous avez craqué sur Israël, on l'a compris, mais vous avez aussi rencontré votre femme et c'est là que ça devient merveilleux, mais que ça se corse aussi. Vous programmez un mariage pour le mois de mars. Oui. Donc juste quelques mois, 6 mois à peu près après la fin du programme. Voilà, après la fin du programme de ma femme, on a prévu un mariage qui était moins d'1 an après la fin de son programme. C'est ça. On programme de se marier, on met tout en place. À peu près 3-4 mois avant le mariage, moi je commence à avoir quelques douleurs au niveau de l'épaule, mais j'ai toujours fait du sport. J'avais une activité qui était professionnelle entre guillemets en dehors de l'Ulpan. Je travaillais dans un magasin de fleurs, il fallait que je porte des choses lourdes, donc je me suis dit parce qu'après le programme Stagiairim, évidemment il fallait quand même louer son appartement, il fallait apprendre l'hébreu, donc le matin l'Ulpan et l'après-midi chez un fleuriste. C'est pas mal.
ça forme. C'est original, c'est formateur, original, c'est sûr. C'est une très belle expérience. Et donc, je me suis dit, ces douleurs, elles sont liées à le sport, l'activité physique. Donc, je commençais à mettre une attelle. Après, je commençais à avoir mal à la hanche. Je me suis dit, je me suis désaxé à cause de l'attelle. Bon, on se trouve des excuses, quoi. J'ai 25 ans, je me disais pas quelque chose qui se trame derrière ça. Je fais quand même un examen médical. On voit quelque chose sur l'ultrason. Ouais, on vous envoie faire un scanner. Voilà, un petit scan. Hein, je sais pas comment on dit l'ultrason. Ouais. De l'ultrason, vous passez au scanner. L'ultrason, je passe à un Au IRM. CT. À l'IRM, d'abord, ils voient et ils me disent c'est le dimanche, je fais un IRM dans la matinée. Le soir à 19h, le médecin m'appelle. Je ne sais pas, il me dit il faut aller tout de suite à l'hôpital, c'est un cancer. Comme ça. Comme ça. Parce qu'il m'a dit, vu le développement, vu le truc, il m'a dit il n'y a pas un jour à perdre vu la taille des trucs. Alors, on est un peu sous le choc. On va à l'hôpital. Moi, je parle hébreu, mais je me débrouille certainement pas dans le domaine médical, mais de près ou de loin. On a de la chance d'avoir un ami de la famille qui était médecin en France, qui a fait sa ALIA et donc qui nous a accompagnés. On comprend combien, j'en profite, hein, parce que c'est vrai que chez Qualita, on a un programme, enfin en tout cas une plateforme d'entraide sociale qui s'appelle le Qualitime et qui dépêche des bénévoles dans les hôpitaux, hein, des francophones qui donnent de leur temps pour aider d'autres francophones qui sont malades, et on comprend, quand on vous entend, comme ça doit être salutaire. C'est salutaire parce que même si moi, la première fois que j'ai entendu les mots au téléphone, j'ai tout compris en hébreu, mais vu l'insécurité, vu la gravité de la nouvelle, je lui ai quand même demandé de me répéter ça en anglais pour être bien sûr. Il m'a répété en anglais. J'ai dit, c'est ça. J'ai bien compris. Ouais. Et les premiers temps, même si je comprenais en hébreu ce qu'on me racontait, parce que c'était assez... Au début, les discours sont assez simples, j'avais besoin quand même de les entendre en anglais pour être sûr de ne pas louper une miette ou une information. Au début, c'était un peu un diagnostic catastrophique. Hein. On vous dit que vous êtes atteint à l'épaule, à la tête, à la hanche. On part sur une piste de cancer généralisé. Voilà. Donc le pronostic vital, il n'est pas génial, j'imagine. Au début, on ne m'a pas parlé du tout de pronostic vital les premiers temps. C'était juste, il y a un moment, j'avais des douleurs osseuses qui étaient assez fortes. Et on a cru que vous aviez un cancer des os. Personne n'a mis en fait, sans biopsie et sans résultat final, personne ne dit quoi que ce soit. Les médecins ne peuvent pas se prononcer, ils ne veulent pas se prononcer. Donc, ils ne me disent pas cancer. Ils me disent, ce qu'on peut voir, c'est que ça touche les os, effectivement. Maintenant, il y a des cancers qui ne sont pas des cancers osseux, entre guillemets. Par exemple, un lymphome, ça peut toucher aussi les os, sans que ce soit un sarcome qui a un cancer osseux. Donc, ils pouvaient pas me dire ça à ce moment-là. Mais donc le diagnostic vital n'a pas tout de suite été engagé parce qu'on m'a dit ça peut être plein de choses. Vous n'avez pas paniqué à ce moment-là? Vous n'avez pas pensé à partir vous faire soigner en France peut-être ou vous rapprocher de vos parents, je ne sais pas? Il y a eu une période de 24 à 48 heures où on s'est posé la question avec ma femme. On a tout de suite n'était pas encore votre femme? C'était avec ma fiancée qui n'était pas encore ma femme. C'est pas évident. Parce que tout le diagnostic, la période de diagnostic, c'était 2 mois avant le mariage. Effectivement, on a commencé à se poser la question. On a demandé à un rave pour être un peu aiguillé, qu'est-ce qu'il fallait faire. On nous a dit, là où il y a les meilleurs soins, il faut aller. Et donc, on a laissé 2 jours passer pour voir un peu. Et en se renseignant avec des oncologues qui étaient français, ils nous ont dit, ils traitent très très bien les cancers ici. La quasi-totalité des types de cancers qu'il y a, ils sont extrêmement bien traités en Israël. Donc... C'est un message qui est important aussi de faire passer parce que c'est vrai que il y a aussi les paniers de santé qui ne couvrent pas tous les médicaments, etc. Parfois, mais pas toujours. Donc ça vaut vraiment le coup de se dire qu'ici on peut être soigné tout à fait Moi, dans parfaitement. Mon cas, j'ai pas eu à débourser 1 centime, quel que soit le soin que j'ai reçu. J'ai pas eu à débourser, ne serait-ce que peu importe les médicaments, les traitements, les journées d'hospitalisation ou quoi, ou les trajets en ambulance. Vous avez été pris en charge complètement? On a été pris en charge à 100%. D'accord. Ok. Alors, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, je peux pas me prononcer, mais non, en tout cas, dans mon cas, on a été très agréablement surpris. Et là où la question s'est posée plus sérieusement, c'est qu'ils nous ont dit qu'il y avait une nouvelle substance qu'ils utilisaient en France et ici, qui n'avait pas encore fait l'objet d'un remboursement.
Et c'était une somme qui était vraiment conséquente. C'était de l'ordre en tout de 80 à 100 000 euros. D'accord. Et donc, Le traitement? Oui, pour ce traitement-là d'une partie de la chimio, ils m'ont dit ce serait étonnant que ça fasse un précédent sur une assurance santé. Donc, commencez à préparer votre départ parce que sinon, vous allez devoir débourser cette somme. Ouais. En France, ce sera remboursé. Ici, on a quand même fait la demande ouais. et ça a été pris en charge à 100%. Et finalement, ça a été pris en charge. Bon, ok, mais on ne peut pas avoir, on va dire, la malchance tout le temps, sur toute la ligne. Voilà, donc on vous a diagnostiqué un lymphome, finalement. Oui, finalement, c'était un lymphome. Donc c'était moins grave que prévu parce que ça se soigne. Oui, c'était beaucoup moins grave que prévu. Alors, bien évidemment, il faut le traiter, mais par rapport à d'autres diagnostics, il y a un jour où je suis arrivé en urgence à l'hôpital parce que j'avais de très fortes douleurs à la tête. Et on a fait un scan et quand le chef de service est venu annoncer un peu le résultat, il nous a dit, vu les types de tumeurs et tout ce qu'il y a, il ne me l'a pas dit à moi, il l'a dit à ma mère, il m'a dit, c'est entre 2 et 3 semaines à peu près. Donc, le diagnostic vital. Il m'a dit, vu l'état... C'est pas génial, mais finalement, il s'était trompé. Il s'était trompé parce qu'avec un simple scan, on ne peut pas savoir quel type de cancer. Mais d'accord. Donc finalement, vous avez eu en entendre des vertes et des pas mûres, on imagine. Mais vous avez, malgré tout, malgré l'épreuve, malgré les douleurs, malgré les traitements très longs, parfois les hospitalisations longues aussi, adoré la prise en charge humainement. Vous avez dit qu'être malade en Israël, c'était pas comme être malade ailleurs. Non, c'est évident. Le contact qu'il y a avec le personnel soignant, les médecins, les infirmiers, c'est exceptionnel. Il y a un contact qui est, en tout cas pour des maladies qui sont graves, il y a un contact qui est exceptionnel et une prise en charge qui est humaine, une prise en charge humaine. Ouais. C'est-à-dire que le malade n'est pas simplement un patient, mais c'est un homme, quoi. Oui, ça veut dire c'est un homme et le nombre d'associations qui viennent le soutenir aussi, outre la structure hospitalière est formidable. Nous, on a été aidés tout au long de la maladie par l'association Ezer Mitzion, qui est formidable, qui nous a pris en charge et qui nous a envoyé des ambulances à chaque fois que je devais faire des traitements, parce que j'habitais au 4e étage d'un appartement sans ascenseur et j'étais en chaise roulante, je ne pouvais pas me déplacer. Donc, il fallait à chaque fois que je faisais des traitements... Qu'on vient de vous chercher, qu'on vous ramène. Chercher, descendre, ramener en ambulance. Ils se sont chargés de ça. Ils sont pris en charge aussi, ma mère et ma femme, à chaque fois qu'elles étaient avec moi à l'hôpital pour leur donner des repas. C'était un soutien aussi psychologique. On a noué des liens avec beaucoup de personnes qui travaillaient là-bas. Beaucoup de bénévoles de cette association extraordinaire qui a été créée d'ailleurs par des Haredim, des orthodoxes. Voilà, c'est vrai que dans la société israélienne, on tape beaucoup sur eux. Donc c'est l'occasion de leur dire bravo, vraiment. Ils font un travail extraordinaire. Alors, ce qui était aussi génial pour vous, c'est que vous avez bénéficié d'un traitement qu'on donne en France seulement en cas de rechute. C'est important de le dire parce que ce sont des choses dont on ne parle pas souvent. Non, malheureusement. Vraiment, je vous remercie d'être là pour témoigner. Oui, alors dans le cas en particulier d'un lymphome qui se traite aujourd'hui majoritairement par des chimiothérapies, vu que c'est un cancer du sang, le traitement localisé est très peu indiqué, c'est-à-dire la radiothérapie et tout ça, c'est pas quelque chose qui est utilisé en premier lieu. Il faut quelque chose qui nettoie tout le sang, donc une chimiothérapie. Et le souci, c'est que même après avoir fait un cycle de chimiothérapie assez intensif, et même avec les dernières substances dont on a disposition, on peut, même avec un PET scan, on ne peut pas savoir s'il y a une cellule qui subsiste, une cellule cancéreuse. Donc on peut être déclaré clean, alors qu'on n'est pas. Alors qu'en fait, il y a une cellule qui se balade, et cette cellule, 6, 7, 8 ans, parfois même 10 ans après, elle peut surgir. Souvent, c'est plus tôt, mais ça peut arriver que ce soit plus tard. Donc, la seule façon d'être le plus sûr possible, c'est d'envoyer une dose de chimiothérapie qui soit telle qu'il ne puisse rien rester après. Toutes les cellules. Alors, vous avez justement eu un traitement de greffe de cellules souches. Oui. Alors, c'est quelque chose qui est nécessaire avec ce traitement de chimiothérapie intensive, puisqu'il détruit tout. Donc, aussi, la moelle osseuse, il faut quelque chose pour faire repartir les cellules souches. On ne tient pas, on peut pas. Donc des cellules souches à vous, personnelles. Donc ce qui se passe, c'est qu'au milieu de mon cycle de chimiothérapie initiale, il y avait 6 séances de chimiothérapie qui ont été données. À la 3e séance, ils font un scan pour voir si
le cancer n'a pas progressé. Si c'est le cas et que le patient répond positivement à la chimiothérapie, il prélève du sang, donc comme une dialyse, pendant 4 à 6 heures, et il prélève dans le sang, avec une machine, des cellules souches. Et après, lorsqu'on a fini la dernière phase de chimiothérapie qui est très intensive, qui nécessite une hospitalisation de 3 semaines, 1 mois à peu près, il réinjecte ces cellules souches pour faire repartir la moelle osseuse. Et c'est quelque chose... C'est ça qui vous a beaucoup aidé. C'est très dur, mais c'est ce qui permet d'être bien plus sûr qu'il n'y aura pas de rechute. En France, ils ne le font pas systématiquement parce que c'est très lourd. On met vraiment longtemps à s'en remettre parce que c'est un coût énorme sur l'organisme. Ça nécessite une greffe de cellules souches. Alors là, j'ai eu de la chance, ma moelle osseuse n'était pas atteinte. Donc, ils ont pu me faire une autogreffe. Dans certains cas, il faut faire une allogreffe, une greffe d'un donneur. Ouais, on comprend que c'est vraiment des situations très, très complexes. Alors, ce qui est très touchant dans votre histoire, c'est que malgré tout, on imagine dans quel état vous deviez être. Vous vous êtes mariés. Oui. Pendant le traitement, en chaise roulante, sans pouvoir bouger un bras, en étant très fatigué. Oui, on a reçu la nouvelle du cancer 2 mois avant notre mariage. C'était déjà prévu. Tout était organisé. Tout était la majorité. Il y avait des choses qui n'étaient pas organisées, donc on s'est dit peut-être que ça vaut le coup, peut-être de pas faire en chaise roulante. Ma femme m'a regardé, ma fiancée à l'époque m'a dit, mais pourquoi ? Il n'y a aucune raison de remettre, de déplacer ça. Elle m'a dit, mais même si on doit le faire à l'hôpital, à Irilov, on le fera à l'hôpital, et puis voilà. Donc on a dit, ok, on part sur ça. Non, on avait prévu de le faire à Jérusalem, mais on ne s'est pas passé loin. Le jour du mariage, la veille, j'ai fait une poussée de température. On m'amène à l'hôpital en urgence le lendemain matin pour faire des tests. Et à 1h de l'après-midi, je sors de l'hôpital et on part en voiture directement pour votre mariage. Pour le mariage. Bon, en tout cas, vous avez une femme formidable. On la salue si elle nous écoute. Oui. Alors, avec tout ça, vous avez dû connaître des élans de solidarité de vos proches, de vos amis. Je crois même que vous avez organisé une séance de Shiva Brachot à l'hôpital. C'est quand même... Oui, c'était magnifique. C'est-à-dire que notre mariage a eu lieu le jeudi soir et le dimanche. À la base, le jeudi, j'étais censé recevoir une séance de chimiothérapie. On a négocié avec l'oncologue, on lui a dit est-ce qu'on peut pas remettre ça de quelques jours ? Il m'a dit le dimanche, c'est le max. Donc on a dit d'accord. Donc on se marie le jeudi, on fait Shabbat Ratan, et le dimanche, il fallait faire la séance de... Et on a des amis qui nous ont dit mais on peut pas... Il faut quand même faire une Shiva Brachot. Donc on l'a organisé à l'hôpital même. Au début, il y a eu discussion avec l'infirmière qui nous a dit mais il est en pleine chimio, on peut pas non plus trop... L'ami en question, Ethan Galam, on le salue, il a dit il n'y a pas moyen, on organise une chèvre, on se débrouille. Vos amis se sont mobilisés pour vous. Oui. Alors, bon, aujourd'hui, c'est fini les traitements ? Aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est fini. J'ai un traitement toujours sous surveillance, j'imagine ? Surveillé pendant la première année tous les 2 mois. Et il y a un traitement de fond pour éviter certaines infections parce que suite à ce traitement et à la greffe de cellules souches, il y a l'organisme reprend, mais il reprend lentement. Donc il faut un peu le booster. Il faut le booster et l'épauler. Alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai profité en fait des quelques mois que j'avais à disposition où je devais un peu me remettre en forme pour étudier tous les jours. Étudier la Torah ? Oui. Ah, vous avez fait un switch. J'ai fait un switch. J'ai toujours adoré étudier, même si fut une époque je pratiquais moins, mais l'étude, ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné. Mais vous n'étiez pas pratiquant pourtant. Vous l'êtes devenu après cette épreuve ? Oui. Non, c'était pas après cette épreuve. C'est-à-dire, c'est un switch qu'on a fait avant l'épreuve. Avant l'épreuve. On avait commencé, on était dans une optique de tchouva. Et suite à cette épreuve, ça nous a mis un vrai boost. Ouais. Parce que... on a vu ça comme un cadeau en fait de Hachem, nous permettre de reprendre notre vie en main, quoi. Ouais. Donc là, vous étudiez tous les jours, tous les matins ? Oui. Là, en ce moment, tous les matins. À Tel Aviv, il paraît qu'il y a plein de centres d'études super sympas. Il y en a beaucoup. Celui auquel j'étudie, c'est au centre d'études de Kalischer, rue Kalischer. Ok. Avec le Rav Simcha Buchinger. Et donc, tous les matins... immense plaisir à étudier. Voilà. Ouais. Et l'après-midi ? Alors l'après-midi, il faut que je fasse un peu de sport et de rééducation un peu physique. Et en parallèle, j'ai recommencé des formations de développement informatique. Dans le projet. Vous êtes en plein boom, vous essayez de reprendre
voilà, le cours de votre vie. Un chapeau, bravo. Bravo pour votre courage. Merci d'avoir témoigné pour tous ceux qui galèrent peut-être en ce moment, voilà, qui nous écoutent, je sais pas, de leur chambre d'hôpital ou si c'est les parents qui soutiennent leurs enfants malades, on leur souhaite bon courage. Merci d'être venu, longue vie, une bonne santé, vraiment. Amen. Vous revenez quand vous voulez avec votre femme, nous raconter vos aventures, peut-être l'entreprise que vous allez créer ou toutes les belles choses que vous allez faire. Je vous souhaite plein de bonnes choses, vraiment. Merci à vous. À bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.